Le 6 janvier 1660, la ville de Londres est vraiment au bord de l'implosion totale. Ouais, la panique est palpable partout. C'est ça. En fait, l'armée menace ouvertement de renverser le gouvernement. Les rues sont en ébullition, on frôle carrément la guerre civile. C'est une poudrière, oui. Et au milieu de tout ce chaos historique, un jeune fonctionnaire s'assoit à sa table et il est furieux. Mais pas à cause de la révolution qui gronde sous ses fenêtres, hein. Non, c'est parce qu'on l'a invité à dîner pour déguster un pâté de cerf et qu'il vient de découvrir en croquant dedans que c'est du bœuf. Ah oui, l'horreur absolue. Une fraude culinaire intolérable, quoi, en plein effondrement national. C'est fascinant, non? Et ça encapsule parfaitement toute la magie des documents qu'on va analyser aujourd'hui. On plonge dans les extraits de la préface de l'édition de 1893 du journal de Samuel Pepys, édité par Henry Whiteley, et on regarde aussi les toutes premières entrées de janvier 1660. Tout à fait. Et notre mission avec cette plongée dans les sources, c'est vraiment d'extraire la quintessence de la vie de cet homme qui va devenir l'un des plus grands administrateurs navals du XVIIe siècle. C'est le but, oui. Parce que ce texte intime, en fait, ça nous offre un raccourci vertigineux pour comprendre son époque, bien plus qu'un manuel d'histoire classique. Bon, alors décortiquons un peu tout ça. Moi, quand je lis ce journal, j'ai l'impression de tomber sur le fil de réseau social privé d'un haut fonctionnaire de l'époque, mais totalement sans filtre, tu vois. Exactement, c'est le Twitter de 1660, quoi. C'est ça. Le contraste est juste hilarant entre les grandes affaires d'État et des drames domestiques insignifiants. Genre sa femme qui se brûle la main en réchauffant des restes de dinde froide. Ah oui, la fameuse dinde froide. Mais avant même de parler du contenu, il faut vraiment parler de la façon dont c'est écrit. Parce qu'on est d'accord, ce journal n'a pas été publié tout de suite. Ah non, pas du tout. Il a fallu attendre 1825 pour en voir seulement des fragments. Et l'histoire de ce manuscrit, elle est complètement lunaire. Raconte parce que c'est fou. Alors, on a un manuscrit original de plus d'1 million de mots, légué au Macdonald College de Cambridge, et pendant super longtemps, il est resté totalement indéchiffrable. Parce que c'était pas écrit en anglais normal, c'est ça? Non, voilà. C'était rédigé en sténographie. Et au début, un certain Lord Braybrook pensait que c'était le système de sténographie de Rich qui était très populaire à l'époque. Mais c'était pas ça? Non, c'est finalement le révérend Mynors Bright qui a capté le truc. Pepys utilisait en fait une méthode plus ancienne, le système de Thomas Shelton qui datait de 1620 environ. Mais attends, concrètement, comment ça marche ce système de Shelton? C'est juste un alphabet secret qu'on remplace? Pas exactement, non. C'est un système de tachygraphie, donc c'est pensé pour écrire aussi vite que la parole. D'accord, donc c'est pour la vitesse, pas forcément pour le secret. Exactement. En gros, au lieu d'utiliser des lettres classiques, on trace des symboles géométriques simples pour les consonnes. Et le truc malin, c'est que les voyelles ne sont même pas écrites. Ah bon? Mais comment on lit alors? Elles sont indiquées par la position de la consonne qui suit. Par exemple, si la consonne suivante est placée en haut, c'est un A, au milieu, c'est un E, en bas, un I, et ainsi de suite. C'est hyper ingénieux, quoi. Oui, et il y a aussi des symboles spécifiques pour les préfixes et suffixes courants. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est fascinant, c'est que ce code n'était pas du tout incassable. N'importe qui aurait pu le lire, en fait. N'importe quel clerc bien formé de l'époque, oui. En fait, la barrière, elle était surtout psychologique. C'est-à-dire? Il l'utilisait moins pour cacher des secrets d'État que pour protéger sa propre vanité, tu vois. Ses infidélités, ses petites faiblesses, surtout face au regard de sa femme ou de ses domestiques. Ah, je vois le genre. C'est un peu comme mettre un mot de passe super basique sur son téléphone aujourd'hui. On sait que les hackers peuvent le pirater en 2 secondes, mais ça suffit amplement pour empêcher son conjoint de lire ses messages. Voilà, c'est exactement la même logique. Et d'ailleurs, petite anecdote sur ce révérend Bright qui a decodé le texte. Oui. Une fois le code cassé, il a pris une décision assez incompréhensible pour un historien. Il a délibérément omis environ 1/5 du texte lors de sa retranscription. Mais pourquoi? C'était trop scandaleux? Même pas, juste parce qu'il trouvait les détails du travail quotidien de Pepys au bureau, je cite, trop ennuyeux. Non mais c'est une blague. De la censure par ennui. C'est ça. Heureusement, l'édition de Whiteley de 1893, celle sur laquelle on se base, est venue rétablir l'intégralité du texte. Mais heureusement. Mais ça soulève une question. Ce besoin complètement obsessionnel de tout documenter, de sa santé à ses moindres dépenses, d'où ça lui vient à Pepys? Eh bien, les sources suggèrent fortement qu'il y a un facteur traumatique fondamental derrière ça. Faut remonter à mars 1658, où Samuel Pepys frôle la mort. Ah oui, la fameuse opération. Oui, il souffre terriblement de calculs rénaux et vésicaux, la maladie de la pierre, comme on l'appelait. Et la douleur est telle qu'il décide de subir une lithotomie.
Il faut quand même rappeler à ceux qui nous écoutent ce que ça implique. Une chirurgie au XVIIe siècle. On n'a pas d'anesthésie, pas d'antibiotiques, on n'a même pas le concept de stérilisation, c'est de la boucherie pure. C'est littéralement ça. On attachait le patient, qui était totalement conscient, dans une position extrêmement vulnérable, et le chirurgien incisait directement le périnée pour atteindre la vessie et y extraire la pierre avec des espèces de pinces. Oui, rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Le taux de mortalité était effrayant du temps d'août, soit par choc hémorragique direct, soit par une infection foudroyante juste après. Mais Pepsis, miracle, il y survit. Et la pierre était énorme, non? Oui, la pierre extraite faisait la taille d'une balle de tennis. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'à sa mort, bien plus tard, en 1703, on a fait une autopsie. Et ils ont trouvé quoi? Un nid de 7 nouvelles pierres logées dans son rein gauche. Ah, la vache! Survivre à une telle torture, ça modifie forcément ton rapport au temps. Faut se dire que moins de 2 ans après cette opération, il commence ce fameux journal frénétique. C'est clairement la réaction d'un homme qui sait que la vie ne tient qu'à un fil. C'est sûr. Il veut capturer chaque miette d'existence, même la plus banale. Mais cette obsession de l'image, elle transparaît aussi dans ses origines. Ah oui, la question de sa famille. Oui, sur un de ses ex-libris, il se vante de descendre d'une lignée aristocratique ancienne, les Pepsis de Cottenham, avec de vagues histoires de moines écossais. Alors que la réalité est un tout petit peu différente. Un tout petit peu, oui. Son père, John Pepys, c'était un simple tailleur londonien et surtout, il était criblé de dettes. Les archives nous montrent qu'en 1661, John devait environ 40 livres. Ce qui était énorme. Très énorme. Et ça correspondait exactement à la somme qu'on lui devait par ailleurs. C'était une existence super précaire. Sur le fil du rasoir. Ça explique d'ailleurs sa soif inextinguible de reconnaissance sociale à Samuel. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur l'ambiguïté de son identité, on la retrouve même dans la façon dont on prononce son nom aujourd'hui. Oui, c'est un grand débat. Le Magdalene College insiste mordicus pour dire pips. D'autres descendants disent pépis. Mais si on regarde l'analyse linguistique des rimes de son époque, le son E-A se prononçait probablement E. Donc, il s'appelait très vraisemblablement Paps. C'est fou comme même son nom reste un mystère. Exactement. Mais bon, si l'homme est mystérieux, ses écrits, eux, sont d'une clarté redoutable. Revenons à cette fameuse première semaine de janvier 1660. C'est vraiment un cours magistral sur la dualité humaine. Ah ça oui. On a d'un côté un effondrement politique total. Juste pour bien contextualiser, quelles sont les forces en présence dont parle Pépys? Il mentionne un général Lambert, un général Monk et ce fameux parlement Croupion. Alors, pour faire simple, sans prendre parti, l'Angleterre sort de plusieurs années de guerre civile et de la dictature d'Oliver Cromwell. Donc c'est le chaos. Totalement. En 1660, le vide du pouvoir est immense. D'ailleurs, le terme de parlement croupion, c'est pas une insulte inventée par Pépys. Ah bon? Ça sonne très péjoratif pourtant. Oui, mais c'est le terme historique. Ça désigne ce qui est resté du Parlement après que l'armée en a purgé la grande majorité des membres. C'était une institution complètement moribonde. D'accord. Et du côté militaire, ça donne quoi? Eh bien, on a le général Lambert qui tente de maintenir une forme de république militaire, mais ses troupes commencent à déserter. Et face à lui, le général Monk, qui est beaucoup plus pragmatique. Celui qui vient d'Écosse. C'est ça. Il marche sur Londres avec son armée pour restaurer l'ordre. Et c'est ça qui mènera ultimement au retour du roi Charles II. Donc on est vraiment sur une poudrière absolue. Et au milieu de cette poudrière, qu'est-ce que fait notre cher Pébis? Le 1er janvier, il est super content parce qu'il étrenne un nouveau costume à grande basque. Voilà, les priorités. Le 2 janvier, il se plaint de devoir emprunter 10 livres et de manger un vieux bout de pain et du fromage dans une taverne. Et le 4 janvier, c'est le drame. Son plus grand problème, c'est que le gel lui a fait gonfler le nez. C'est magique. Les grands mouvements de l'histoire glissent sur lui comme de l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Mais tu sais, dans cette première semaine, il y a une de ces réflexions qui est hyper révélatrice de la psychologie de l'époque. Laquelle? Il écrit un truc du genre « Ma condition privée est très belle, et on me croit riche, mais en fait je suis très pauvre ». Ah ouais? L'anxiété de l'apparence? C'est l'essence même de l'anxiété sociale urbaine de l'époque. Dans une période où tout le pays s'effondre, l'apparence de la stabilité, c'est vital. C'est presque une monnaie d'échange. Il gère sa propre image avec la même rigueur que les généraux gèrent leurs armées. Complètement. Ce qui amène quand même une grosse question. Comment un mec qui compte ses moindres centimes pour acheter du pain, et surtout, qui n'a absolument aucune formation maritime, devient l'architecte en chef de la flotte britannique? Eh bien la réponse, elle crève les yeux dans les sources. Un népotisme complètement décomplexé? Sir Edward Montagu, celui qui allait devenir le comte de Sandwich.
Le fameux? Montagu, c'est l'archétype du politicien caméléon de la Restauration. Il prend Pépise sous son aile et il l'emmène avec lui sur le navire amiral pour la mission historique qui doit ramener Charles II d'exil. Et là, Pépise documente un truc très symbolique sur le navire, non? Oui, le jour où le roi monte à bord, la première chose qu'il ordonne, c'est d'effacer tout le passé républicain de la flotte. À coup de peinture. Exactement, le navire Naseby, qui portait le nom d'une victoire contre la monarchie, est immédiatement rebaptisé le Charles. Le Richard devient le Royal James. C'est le changement de régime en direct. Voilà. Et dans le sillage de ce cousin, Pépise décroche le gros lot. Il est nommé Clerk of the Acts. Donc le grand administrateur du bureau de la marine. Sauf qu'il a un petit souci, il n'y connaît strictement rien au bateau. Et pire que ça, en mathématiques, c'est un zéro pointé. Oui, il est nul. Les historiens soulignent qu'il n'a commencé à apprendre ses tables de multiplication qu'en juillet 1661. Il avait près de 30 ans. C'est absurde, oui. Et imaginez l'homme qui gère le budget colossal de la marine anglaise en train de répéter 6 x 6, 36 dans son bureau, c'est complètement dingue. D'autant que la façon dont il a eu le poste n'est pas super glorieuse. C'est vrai. Il y avait un ancien clerc, Thomas Barlow, qui avait le titre depuis 1638 et qui refait surface. Et Pepys doit le corrompre, légalement bien sûr, en lui versant une rente viagère de 100 livres par an pour qu'il dégage. Et sa réaction à la mort de ce Barlow, en 1665, elle est souvent citée par les historiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il note dans son journal qu'il devrait peut-être s'attrister pour ce brave homme. Mais en constatant que la divine providence lui fait économiser 100 livres par an, eh bien, il bénit le Seigneur du fond du cœur. D'accord. C'est là que le personnage pose vraiment problème. On a un gars propulsé par favoritisme, incompétent au départ, et qui se réjouit cyniquement de la mort d'un rival pour des histoires de fric. Est-ce qu'on n'a pas là le portrait du parfait petit opportuniste sans scrupules? Alors c'est une critique qu'on entend souvent, mais il faut la nuancer. Il faut comprendre la mécanique de la fonction publique au XVIIe siècle. C'est-à-dire? L'achat de charges, le clientélisme, c'était pas des anomalies de corruption comme aujourd'hui. C'était le système lui-même, c'était la norme. D'accord, mais ça n'enlève rien à son opportunisme. Non, mais ce qui distingue Pépise des milliers d'autres qui ont fait pareil, c'est sa réaction face à sa propre incompétence. Un mec normal aurait juste encaissé l'argent et délégué le travail. C'est clair. Lui, il a paniqué et ensuite il s'est mis à étudier avec une brutalité intellectuelle fascinante. Il se rendait sur les chantiers navals à 4 heures du matin, il harcelait de questions les charpentiers, les capitaines, les marchands de bois. Il a appris la comptabilité, les lois maritimes, l'architecture. Il a transformé son syndrome de l'imposteur en une véritable machine de guerre bureaucratique. Exactement. Et la validation ultime de ça, on la voit en mars 1668. Faut se rappeler des désastres militaires de la Deuxième Guerre anglo-néerlandaise. La flotte hollandaise est remontée carrément la Tamise pour brûler les navires anglais. L'humiliation totale pour l'Angleterre. Absolument. Le Parlement est furieux, il cherche des coupables, les officiers de la marine sont convoqués. Et là, devine qui monte à la barre pour les défendre. Notre ami Pépis. Ouais, il prononce un discours ininterrompu de 3 heures. Un discours d'une précision technique et budgétaire tellement impressionnante qu'il retourne complètement cette assemblée hostile et sauve l'institution. Donc l'opportuniste ignorant est devenu le meilleur technicien du royaume. C'est quand même beau. C'est ça. Mais cette ascension météorique en plein milieu de la cour de Charles II, c'est l'équivalent de nager avec des requins en saignant. Forcément, le pouvoir attire les complots et il s'est fait des ennemis redoutables. Et ils vont l'attaquer là où ça fait mal, hein. Oui, pas sur le plan professionnel, mais sur le plan intime et surtout religieux. Tout commence avec sa femme, Élisabeth Saint-Michel. Leur mariage, en 1655, quand elle avait que 15 ans et aucune dot, ça l'associe à une famille, disons, très chaotique. Le père d'Élisabeth, c'est un cas d'école, Alexander Saint-Michel, un huguenot d'origine française, d'Anjou plus précisément. Son histoire, c'est un roman d'aventure qui tourne mal. Ah oui, complètement rocambolesque. Il a été déshérité par sa famille catholique en France parce qu'il s'est converti au protestantisme. Il perd une immense fortune potentielle, il fuit en Angleterre, et en chemin, il se fait carrément dépouiller par des corsaires. Et après ça, il passe sa vie à inventer des machines improbables pour survivre. Oui, des trucs délirants. Il a breveté un système pour empêcher les cheminées de fumée, et le clou du spectacle, il a soumis une pétition au roi pour aller chercher les mythiques mines d'or du roi Salomon. C'est un personnage. Oui, mais bon, avoir un beau-père inventeur fantasque, ça passe encore. Le vrai danger, dans l'Angleterre de cette époque, c'est la religion. Tout à fait.
Et le problème, c'est que la mère d'Élisabeth, pendant une période où ils étaient dans la misère totale, avait brièvement placé la jeune fille dans un couvent d'Ursulines en France. Aïe! Et là, le soupçon de papisme, de sympathie catholique, ça devient une arme mortelle. En 1673, lors d'une élection, on accuse ouvertement Pépisse de cacher un autel catholique chez lui. L'enquête officielle ne donne rien, heureusement, mais quand on lit son journal intime, on découvre qu'il possédait bel et bien une gravure vernie d'un crucifix, soi-disant par pur goût esthétique. Mais peu importe l'esthétique, le concept de liberté individuelle ou de présomption d'innocence, ça n'existe pas à l'époque. Posséder une simple image religieuse, ça pouvait détruire. Oui, cette attaque de 1673, en fait, c'était juste une répétition générale. Le vrai cataclysme, il arrive en 1679, avec ce qu'on appelle le complot papiste, ou Popish Plot. Alors ça, il faut qu'on l'explique. C'est une pure hystérie de masse déclenchée par de faux témoignages. En gros, la rumeur disait que les catholiques, aidés par la France, prévoyaient d'assassiner le roi Charles II pour mettre son frère, qui était catholique, sur le trône. C'est du macartisme avant l'heure, quoi. Et évidemment, les ennemis politiques de Pépisse vont fauter sur l'occasion. Le comte de Shaftesbury et un certain William Harbord dénichent le témoin à charge parfait, un certain colonel John Scott. Ah, ce fameux Scott. Les recherches historiques sur lui montrent que c'est un personnage digne d'un mauvais film noir. C'est un escroc de compétition. Mais vraiment, un escroc international. Il a volé des terres à la famille Gotterson sur Long Island, il a arnaqué les autorités hollandaises et il avait même dû fuir l'Angleterre quelques années plus tôt parce qu'il avait tué un cocher. Un meurtrier en cavale. Et c'est ce criminel professionnel qui se pointe devant la justice pour jurer ses grands dieux que Pepys vend les secrets de la marine anglaise aux Français. Et la conséquence, elle est immédiate. Pepys et son collègue Sir Anthony Deane se retrouvent enfermés à la Tour de Londres pour haute trahison. Et là, on rigole plus. L'enjeu, c'est pas de se faire virer, c'est la décapitation. Absolument. Et face à un système judiciaire empoisonné par la paranoïa, où la vérité n'a plus aucune valeur, la réaction de Pepys est géniale. Il ne pleure pas, il n'invoque pas la clémence du roi, il utilise sa meilleure arme. L'outil, l'administration. Depuis sa cellule dans la Tour de Londres, il va monter une opération de renseignement monumentale. Il transforme ses amis et ses proches en véritables détectives privés. Oui, il envoie carrément son beau-frère, Balthazar Saint-Michel, sur le continent européen. Et le réseau de Pépisse traque tout le passé de John Scott à travers le monde. Aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas. Il récolte des témoignages assermentés, des documents notariés, des preuves irréfutables. Ils déconstruisent tout l'historique criminel du gars. Et Pépisse compile ces données avec la même froideur chirurgicale qu'il appliquait à ses contrats de bois pour la marine. Il crée un dossier tellement massif, tellement accablant sur les mensonges de Scott, que l'accusation s'effondre littéralement sous le poids de la paperasse. Il est libéré en 1680. Et le pire, c'est qu'on apprendra plus tard que c'était l'ancien majordome de Pepys qui avait été payé par Harbord pour inventer de fausses preuves. Le majordome l'a avoué sur son lit de mort. Incroyable. Ce gars a littéralement survécu à la peine de mort grâce à sa maîtrise de la base de données un siècle avant l'ordinateur. C'est l'administration qui l'a sauvé. Quand on rassemble toutes ces pièces, de l'opération de la pierre sans anesthésie jusqu'au complot mortel de la Tour de Londres, on est loin de l'image de l'homme d'État stoïque et barbant. On a un hypocondriaque, brillant, terrifié par la mort, pistonné mais sauvé par une éthique de travail hallucinante. Et tu vois, c'est la grande leçon de ces sources primaires. L'histoire, la grande histoire, elle n'est jamais clinique ou abstraite. Toujours humaine. Les guerres, les flottes, les royaumes, tout ça est dirigé par des gens qui ont mal aux dents, qui s'inquiètent de leurs fringues, qui ont peur d'être pauvres et qui essayent juste de donner un sens à un monde chaotique. Si on veut vraiment comprendre ces événements, il faut regarder les mécanismes de la survie humaine en dessous. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de la faillibilité de la nature humaine, il y a un dernier détail dans ces sources qui donne un peu le vertige, et je voulais qu'on termine là-dessus. Le mystère de l'anniversaire de mariage. Exactement. C'est fou cette histoire. Si on consulte les registres officiels de la paroisse de Sainte-Marguerite à Westminster, le certificat de mariage de Pépisse et Élisabeth est très clair. Ils se sont mariés le 1er décembre 1655. C'est un fait établi par l'État, noir sur blanc. Mais la contradiction dans son journal est frappante. Dans ces mêmes pages où il note chaque penny qu'il dépense, chaque maladie, chaque repas, il est persuadé, avec une certitude absolue, que leur anniversaire de mariage tombe le 10 octobre. Il le célèbre à cette date tous les ans, hein. Oui. Et le plus troublant, c'est que sa femme Élisabeth valide cette date avec lui.
Elle est d'accord. Comment c'est possible? Je veux dire, comment deux personnes peuvent partager une hallucination mémorielle sur le jour le plus important de leur vie au point d'ignorer complètement la réalité officielle? Mystère. Est-ce que c'était un mensonge délibéré pour cacher une grossesse précoce? Est-ce qu'ils avaient fait une cérémonie religieuse clandestine avant, qui comptait plus pour eux? Ou alors, c'est juste la preuve terrifiante que la mémoire humaine, même chez le gars le plus minutieux du XVIIe siècle, finit toujours par réécrire sa propre vérité. Eh bien, ça fait froid dans le dos. C'est une question très troublante à garder en tête pour ceux qui nous écoutent, la prochaine fois que l'on sera absolument intimement certain d'un de nos souvenirs. Sur ce, on vous laisse méditer là-dessus.